Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on plonge dans le nerf de la guerre technologique. Google reprend clairement la tête avec Gemini 3. Après des années à courir derrière OpenAI, Google revient avec un modèle en mode bulldozer et toute la Silicon Valley retient son souffle. On demandera à Greg Gambato si ce comeback signe la fin de la course ou juste le début des hostilités. Munich condamne OpenAI, Tokyo attaque Sora 2, les procès copyright s'accumulent, les tribunaux entrent dans la bataille et posent une question simple. Est-ce la culture qu'on protège ou l'innovation qu'on étrangle? Kevin Smoot nous dira comment il analyse ce choc juridique. Et puis l'affaire qui fait trembler tout le monde, des hackers chinois ont utilisé Claude pour automatiser une série de cyberattaques. Les garde-fous ont sauté, Anthropic n'a rien vu venir et l'Occident est peut-être en train de perdre la guerre invisible. Jérémy Michel nous dira si les labos d'IA ne sont pas devenus malgré eux les nouveaux marchands d'armes du 21e siècle. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech en français et depuis San Francisco. L'émission commence maintenant. Alors je pose la question à Greg là et Jérémy sur Iscantal Media. Comment vous faites pour dire aux gens de s'abonner à votre chaîne? Parce que j'ai l'impression de répéter toutes les semaines un peu le même truc. Faut s'abonner. Comment on fait? Qu'est-ce que si vous avez un truc, une astuce, Greg? Non, moi je leur dis pas. Ah, tu leur dis pas en fait. Et du coup ils le font. Non. Donc écoutez, alors ne vous abonnez pas à la chaîne YouTube, ça ne sert strictement à rien. Laissez YouTube décider lui-même de ce que vous devez regarder. Faites-vous piloter par l'algorithme de YouTube. Soyez des moutons, ne vous abonnez pas à la chaîne de Silicon Carnet. Et puis si vraiment vous en avez rien à foutre, oubliez aussi l'abonnement à l'Hacienda de Silicon Carnet. Vous avez l'accès à toutes les sources, toutes les ressources, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et en plus, ça coûte horriblement cher. C'est bon comme promo. Mourez stupide, mais mourez libre. Mourez stupide, mourez libre. L'émission commence. Allez, on y va. Go yourself. 18 novembre 2025, Google vient de lancer Gemini 3. Et cette fois, c'est pas juste un autre modèle d'intelligence artificielle dans la course au benchmark. C'est un Google qui, visiblement, tout le monde s'accorde à le dire ici dans la Silicon Valley, qui reprend le lead sur tout le monde. On se souvient tous de Bard, ce chatbot à la con qui donnait des réponses débiles. On se rappelle de Gemini 1 qui était complètement buggé, de Gemini 2 qui était correct mais pas super impressionnant. Bah tout ça c'est fini. Maintenant on a Gemini 3 qui vient de prendre une place dans tous les benchmarks en tête. Il écrase tout le monde. Mais au-delà des résultats techniques super impressionnants, c'est tout le monde s'accorde à dire que peut-être que Google revient là en tête de la course et s'apprête à killer la concurrence. Il y a eu une interview de Demis Hassabis et le roi de la jungle et Josh Woodward, les patrons de Google DeepMind et Gemini. Et on apprend des choses. On n'est pas encore à l'AGI, on leur a posé la question. Demis, il dit qu'il y en a encore pour 5 à 10 ans. Mais on a l'impression, et je vous pose la question, peut-être Greg, toi qui es dans la Silicon Valley, il y a eu un novembre 2022, il semblerait, d'ailleurs la date n'est pas fortuite, je dirais, qu'il y ait aussi un novembre 2025, Greg. Déjà, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Alors déjà, ils ont explosé tout le monde sur tous les benchmarks. Oui. Donc les benchmarks, c'est des outils pour arriver à savoir quels sont des outils standardisés de test pour savoir si votre modèle est meilleur. Sauf qu'on a déjà, ça s'est déjà vu plein de fois, on a déjà vu des petits modèles qui disaient qu'ils étaient meilleurs sur un benchmark, etc. Donc faut toujours beaucoup se méfier des benchmarks. Mais en tout cas, là, ça semble être corrélé à l'expérience des utilisateurs. Alors moi, j'ai quand même plusieurs remarques parce que, ok, ils reprennent le lead, mais ils le reprennent pas n'importe comment. Première chose, ils ont utilisé des TPU, ils n'ont pas utilisé des GPU. Donc c'est ce qu'on appelle des Tensor Processing Units. C'est des choses qui sont développées par Google en spécifique. Ils n'ont pas utilisé donc des processeurs Nvidia, a priori, pour la partie entraînement. Donc ça, c'est assez incroyable parce que du coup, ça veut dire qu'ils arrivent à être indépendants de Nvidia dans cette course-là. Donc ça, c'est le premier truc que je trouve assez incroyable parce que la plupart des autres, ils run in circle où Nvidia investit chez eux, ils achètent des trucs à Nvidia investit chez eux. Là, ils sont complètement indépendants. C'est un petit peu circulaire. Donc ça, c'est très notable. Ouais. La deuxième chose qui est très notable, c'est que Google Alphabet, la maison mère, joue un jeu assez amusant. Ils expliquent qu'en fait, les GI, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est au moins 5-10 ans minimum.
qu'il faut être prudent, qu'il y a sûrement une bulle, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont 98 milliards de cash. Et donc, ils savent que si leurs concurrents, si la bulle explose, que les valorisations se pètent la gueule, qui est-ce qui gagne? Celui qui a 98 milliards de cash ou celui qui perd 34 milliards par an? Je pense que donc la question est assez difficile. Ils ont leur propre TPU, ils ont leur propre chipset, et en plus, ils ne dépendent pas du marché, et financièrement, ils ont le cash, ils financent tout ça par eux-mêmes, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant, effectivement. Et la dernière note, quand même, c'est que du coup, ils avaient fait l'acquisition de Windsurf, qui leur a permis de sortir Anti-Gravity. 2,8 milliards. Voilà, à l'époque, ils avaient acheté que l'IP et ils ont débauché la team. Qui ensuite, la team, une partie de la team qui est restée a été rachetée par Cognition, qui en a fait quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs. Bien joué à Cognition, c'est un autre sujet, mais. Et on se rend compte qu'ils sont sortis Anti-Gravity. Alors là, par contre, les retours sont plus sur la partie coding. Aujourd'hui, c'est pas sûr qu'ils aient pris le lead dans Anthropic. Qu'on soit clair. Ils se sont remis au niveau où ça devient une alternative, où les développeurs se disent, on va l'essayer, on va regarder, on va voir sur quoi c'est meilleur, etc. Mais c'est beaucoup moins net qu'ils aient pris le lead que sur d'autres sujets. On a vraiment l'impression qu'ils ont tapé très fort. Mais voilà, pour moi, c'est les trois choses que je retiens qui sont vraiment très impressionnantes. Et voilà, moi j'ai acheté les actions Google. Je me suis reload. T'as fait comme l'investisseur. J'ai oublié son nom. Warren Buffett. Warren Buffett, exactement. Ouais, mais moi je l'ai fait avec du délai parce que est-ce que Warren Buffett il a mis 4 milliards, hein, je crois. Donc ouais, t'as moi mis combien toi? Ouais, j'ai pas mis 4 milliards. C'est 10% de mon allocation action S&P 500 que j'ai. Donc 10% de mon allocation qui est dans le S&P 500, je l'ai mis sur Google. Moi, j'aime pas faire j'avais pas les 4 milliards, je les avais pas dispo, ils sont bloqués sur mon compte, j'ai pas pu les utiliser. Ouais, t'as pas pu, oui, ils étaient sur un DAT au Crédit Agricole, oui, je me rappelle. Voilà, mais et du coup, j'ai récupéré dans 12 mois. Non, mais du coup, voilà, pour moi, c'est les trois choses que je vois. Ouais. Et c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, ça switch le narratif. Parce qu'on passe d'un narratif dans la vallée où tout le monde fait des levées de fonds et tout le monde a intérêt à dire que les GI arrivent, qu'il faut investir toujours plus massivement pour gagner la course. Et là, t'as un gros player qui dit, je viens de tous vous fumer. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant 10 ans, ils ont fait la Dead Cat Strategy pour, en gros, peut pas se faire démanteler. Donc, ils avaient des mecs qui bossaient 3 heures par jour, etc. Et là, ils reprennent le lead sur les high en mode hop, Sergey revient, on rachète des boîtes, on refait un énorme volume de taf et on reprend le lead. Et en fait, on était juste le géant endormi parce qu'on voulait pas se faire démanteler. Et maintenant, on va commencer à jouer. C'est le retour du roi. Pour Frodon. C'est ce que j'ai mis exactement, le retour du roi qui avait qui devait se battre un peu avec le législateur. Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien, justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Greg, Kevin, Jérémy? Le coup du géant endormi, je suis pas super d'accord. Faut pas oublier quand même que Google, c'est DeepMind aussi. Donc en fait, en termes de AI pur, c'est de loin les meilleurs. Et il se trouve que ils se sont pas endormis, ils ont juste vu passer les LLM, ils se sont dit bon ouais, c'est pas très intéressant par rapport à ce qu'on fait. Nous, je vous rappelle qu'on invente des nouvelles molécules, on résout Go et compagnie. Et puis OpenAI est arrivé et a fait pas de la recherche mais de l'innovation. Ils ont appliqué le LLM au chat et ils se sont dit ah ça marche. Et là du coup, hop, ça a repris l'attention de Google et comme l'attention du monde entier. Et ils se sont dit bah enfin ça c'est tout con, c'est une techno qu'on a. Donc le temps qu'ils reviennent sur l'innovation, de la recherche à l'innovation, ça leur a mis. Ça montre aussi l'inertie aussi d'un groupe comme Google. Il faut quand même 3 ans à Google pour remettre tout l'appareil Alphabet en ordre de marche et reprendre le lead de façon C'est surtout qu'ils se sont rappelés que ils savent pas faire de produits.
Ils savent plus faire de produits, des nouveaux trucs. Le Google, c'est le graveyard des produits où ils lancent quelque chose. Et c'est normal parce qu'en fait, quand tu as une boîte qui fait autant de milliards, il faut vraiment un focus stratégique intense, unique, pour que le produit reste, même s'il fait quelques millions de chiffres d'affaires au début. Et là, du coup, avec les AI, en effet, tout le monde est derrière. Donc là, il n'y a pas de souci. On déroule le tapis rouge, on refait les trucs. Windsurf est l'exemple parfait. On sait pas faire le produit, pas grave, on rachète. Et la vitesse, moi c'est ça, moi je les attendais là-dessus parce que la dernière annonce qu'on avait vue, on avait fait un Silicon Carnet sur le sujet, ils avaient annoncé Joules, on l'avait testé, c'était une daube monumentale, tout le monde l'avait oublié rapidement. Ils ont du coup, la note a été prise, ils ont racheté Windsurf super cher, et là on les attendait au tournant. Super cher, ok, c'est peut-être pas au niveau ou pas, ils reprennent pas le lead, mais pour l'avoir testé, j'ai l'impression que c'est quand même bien au niveau de l'existant, que ce soit du cursor, etc. Ils sont dans la course. Ils reviennent dans la course. Et ils l'ont shippé en très peu de temps avec les gars où tout le monde rigolait parce qu'ils avaient acheté 2 milliards. Bon, bah, en fait, les gars, ils ont livré pour Google entier, leurs produits exactement comme ils devaient être faits, quoi. Je tiens quand même à noter, quand tu dis que c'est pas le jeu endormi, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu Sergey sur une vidéo de lancement d'un produit? Oui. Non, je suis entièrement d'accord. Il se passe un truc chez Google. Et puis, il y a, sur le plan technique, il y a plein de choses. Il y a notamment la notion d'intelligence par token qui est super intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment développé une technologie qui permet d'être plus intelligente avec moins de tokens. C'est assez fou, et tout le monde d'ailleurs s'accorde à le dire. T'as même Sam Altman, même Elon Musk a fait un tweet pour féliciter Gemini en disant chapeau bas les gars, quoi, parce que sincèrement le scaling, par exemple les scaling laws, on pensait que c'était mort, bah faux. DeepMind ils montrent que ils ont fait un saut entre Gemini 2.5 et Gemini 3, et c'est un saut qui est incroyable, quoi. En fait, ils ont complètement fait sauter les limites en fait de ces scaling laws. Ça c'est super impressionnant. Jérémy, une réaction? Ouais, je vais me permettre de faire un petit pas de côté par rapport au débat qu'on a là entre nous, parce que c'est très intéressant, mais ça me fait un peu penser au débat de geek que j'avais avec mes potes sur les cartes graphiques, où on comparait justement, la puissance de calcul, les teraflops, etc. Moi, la question que je me pose, c'est pour le lambda qui utilise l'IA, concrètement, un Gemini 3 verra-t-il la différence par rapport à ChatGPT ou Grok? Et moi, mon hypothèse, je vous la livre parce que j'ai un avis là-dessus, c'est je ne pense pas. Et je pense qu'il est important sur ces nouvelles sorties de modèles, les fameux benchmarks, etc. Il est important de regarder aussi qu'est-ce qu'on voit à l'arrivée, parce que là, on a en effet des annonces et j'ai bien vu en effet que il y a des calculs, que la plupart des professionnels en code notamment sont assez impressionnés par ce que fait Gemini 3. Mais le gros de la masse, le lambda, le commun, est-ce qu'il voit une différence, même depuis, j'ai envie de dire, GPT-3? Et pourquoi je pose la question? C'est parce qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir des IA ultra puissantes, ultra intelligentes, des TPU au lieu d'avoir des GPU, etc. Mais il faut bien que le lambda, il achète. Et est-ce qu'il va acheter uniquement sur ces critères-là? Je me pose la question. Oui, et mais donc, justement, du coup, ça là, pose Jérémy, la question, et moi, je voulais vous la poser. Ouais. C'est... est-ce que justement la force de Google, c'est pas son modèle de distribution? Est-ce que c'est pas absolument ça finalement la force du modèle derrière l'IA, au-delà de la performance? C'est ça, tu poses exactement la bonne question. C'est-à-dire que quand tu dis le lambda, mais en fait le lambda, il va se mettre à utiliser Gemini 3 sans s'en apercevoir, parce qu'aujourd'hui il l'utilise. Ce qui est le plus impressionnant, effectivement, comme tu dis, c'est cette distribution, c'est qu'ils annoncent la mise en œuvre de Gemini 3 sur l'ensemble des produits, l'ensemble de la gamme de produits de Google. Et l'ensemble de la gamme de produits de Google, ça va de Google Search, en passant par Gmail, Drive, Google Maps, YouTube, Android, enfin bref. Donc en fait, le lambda, on s'en fout à la limite, parce que le lambda, il va être comme, il va faire de la prose, tu vois, il va faire du Gemini 3 sans s'en rendre compte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que tu dis qui est très intéressante, c'est effectivement le coût. Mais moi, j'ai l'impression, comme dit Greg, que le coût, ils l'ont annulé, quoi, en fait. C'est-à-dire que, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, il n'est plus question d'acheter 20 balles, 30 balles. Ils ont complètement annulé ce business model. Ils ont dit, non, mais attendez, si vous êtes un utilisateur de Google,
Alors, il y aura toujours Gemini Pro, des choses comme ça. Mais vous avez de facto, par défaut, du Gemini dans tous vos produits. C'est ça, c'est là qu'est vraiment la révolution, je pense. On parle souvent du concept là, les features marginales qui ça te fait pas switcher de produit. C'est pas parce que c'est marginalement mieux que tu vas switcher de produit. Et je pense que Google, avec Gemini 3, en revenant dans la course à ce niveau-là, pète le game. Pourquoi? Parce que du coup, c'est juste peut-être marginalement mieux, voire là, immédiatement pas vraiment marginalement mieux d'aller sur d'autres modèles parce que visiblement au niveau des benchmarks, ils sont devant. Mais vu que c'est pas marginalement mieux, personne n'a intérêt à aller chercher ailleurs. Justement, comme dit Carlos, t'es sur Chrome, tu sur Google Search, tu vas l'avoir là. T'es sur Android, tu vas l'avoir là. T'es sur Maps, tu vas l'avoir là. Pourquoi t'irais chercher ailleurs? C'est la différence. C'est comme Siri versus ChatGPT. Siri, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, que c'est une daube. C'est le premier truc que tu désactives et tu vas aller installer un autre truc qui marche vraiment pour faire du voice, qui va être ton ChatGPT, puis c'est ton raccourci dessus. Ça, c'est le vrai failure d'un niveau qui n'est pas marginal, qui est vraiment un niveau différent, où du coup on remplace l'un pour l'autre. Mais si t'as pas besoin d'aller chercher ça, parce que du coup Gemini est là devant toi, en plus comme dit Carlos, gratuit, parce que toutes les versions de modèles light et légères, ils peuvent largement le donner dans les licences de Google Workspace et compagnie. La distribution va complètement exploser la compétition. Les gens n'ont même plus besoin d'aller chercher ailleurs. Je rappelle que Google, c'est 5 milliards d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui, et que lors du dernier Google I.O. en mai, Sundar Pichai avait déjà dit que AI Overviews, c'est-à-dire cette intégration de l'intelligence artificielle dans les résultats de recherche de Google, était déjà utilisée par 2 milliards d'utilisateurs de façon mensuelle. Alors, on parle souvent des 800 millions d'utilisateurs, je crois que maintenant c'est hebdo de OpenAI, mais en fait, Google est utilisé par beaucoup plus de monde. Donc là, on va se retrouver dans une guerre qui va être très intéressante, Greg, où on a un Anthropic ou un OpenAI qui va devoir continuer et je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, à persuader les gens d'arrêter d'utiliser Google et de venir utiliser leurs produits, c'est-à-dire de télécharger leur application. On voit qu'en plus, ils ont sorti un browser chez OpenAI. Donc, la barrière à l'entrée, elle est pas simple pour des acteurs comme OpenAI et Anthropic face à cette nouvelle de Gemini 3. Désolé, j'étais en train de racheter des actions Google. Allez, paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Ouais, vas-y. Premier degré en plus. Du coup, en vrai, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça fonctionne? Non, mais tu déconnes, mais tu sais que moi, j'ai tout vendu, là. J'ai tout mon portefeuille, je l'ai vendu la semaine dernière, sauf Google. J'ai gardé Google. C'est le seul truc que j'ai gardé la semaine dernière. Anyway, bon, allez, vas-y. Anyway, et du coup, c'est drôle parce que vous me parlez, je me dis, en fait, je suis pas... Non, mais ça me fait chier ce matin d'avoir vendu Nvidia la semaine dernière quand même, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, c'est parce que... Et du coup, en gros, ce qui est intéressant, c'est que Google, pourquoi est-ce qu'ils peuvent permettre de proposer Gemini 3 gratuitement, en tout cas sur les versions basiques? C'est parce qu'ils ont la distribution, on l'a dit, parce qu'ils ont un modèle économique. Et ça s'appelle les ads, principalement, en tout cas pour Google. Et du coup, ça va accélérer quelque chose. C'est que si OpenAI veut être capable, en termes de modèle économique, de match le prix, il va falloir qu'eux aussi partent sur ce modèle économique, qui sont les ads. Mais du coup, je suis d'accord que ça met une énorme pression. Parce que du coup, eux, ils doivent partir sur un modèle économique des ads où ils n'ont pas un produit natif, ils n'ont pas 10, 15 ans d'expérience sur le sujet. Et c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que les ads dans Google, sur YouTube, etc., on les tolère sur Google Ads parce que ça fait des années. Il y a des grandes chances que les gens qui payent OpenAI et qui demain se mettent à avoir des ads, si c'est pas fait parfaitement, ça risque de leur faire tomber le nombre de users. Et ils sont tellement sur leur fil OpenAI que si pendant un quarter, ils arrêtent d'avoir de la croissance parce qu'ils ont un backlash, ils sont morts. Enfin, ils sont morts. Ils sont pas morts, mais ça va être compliqué pour eux. Et donc, du coup, t'as Google qui dit, je suis en train de devenir ce que vous faites et j'arrive à innover aussi fort que vous avec un budget peut-être même plus contraint, qui dépense moins parce qu'ils ont déjà des infrastructures, etc. Ils profitent déjà de leur talent, de leurs infrastructures et compagnie. Ouais. Et t'as des gens en face, le seul choix qu'ils ont, c'est de devenir Google pour avoir le même modèle économique et la même distribution. Ouais. Sauf que devenir Google en 3 ans, au lieu de 15, c'est un challenge qui est quand même très compliqué. Et c'est la course à la mégalomanie. Et là, vous dites, oui, mais c'est possible si quoi? Ce que je disais tard, c'est possible si
on commence à avoir des valorisations qui sont déconnantes et que les mecs continuent à mettre des 50 milliards qui peuvent rentrer en bourse tout de suite. De toute façon, là, ils sont arrivés au stade où le capital, c'est leurs fournisseurs, c'est les Microsoft et les Nvidia et les fonds souverains Et de la d'Arabie dette. Saoudite qui Et peuvent la mettre des dette. chèques. Ouais. Ouais, et la dette. On arrive, on se dit c'est l'IPO, c'est le moment où ils vont pouvoir récupérer vraiment des dizaines ou des centaines de milliards, etc. Sauf que du coup, en phase 2, il y a un acteur qui dit, moi, si la bulle explose, j'ai gagné. Donc du coup, quand ton plus gros concurrent, qui est assis sur une montagne de cash, peut jouer la montre et peut essayer de faire exploser la bulle, t'es quand même dans une position où c'est quand même compliqué. Du coup, moi, je trouve qu'Anthropic, ils ont un segment, parce qu'Anthropic, ils ont pas besoin de devenir Google. Anthropic, eux, là, je parlais d'OpenAI. Anthropic, pour moi, il y a une analyse qui est différente, c'est ils ont les codeurs et les codeurs sont prêts à dépenser $10,000 par mois pour utiliser leur solution. Ouais. $10,000 par mois. Oui, aujourd'hui, si tu demandes à un dev qui utilise les devs, pas qui sont sur Cursor, qui sont sur Claude Code et qui l'utilisent vraiment de façon extrêmement intensive, si tu leur dis est-ce que tu lâches ça, les meilleurs codeurs pour $10,000 par mois, ils disent non, moi je continue à l'utiliser pour $10,000 par mois. Wow. Alors après, tu vas me poser la question sur Gemini 3, est-ce que si t'as Gemini 3 qui est à peine moins bon à $20 par mois, ouais, est-ce qu'ils vont payer 10 000? C'est pas sûr. Mais en tout cas, au moins Anthropic, ils ont une base de coûts qui est un peu moins agressive. Ils ont une diversification. Ils sont vraiment B2B. Ils ont moins ce Blade B2C. Ils font moins de choses qu'OpenAI. Ils sont plus focus. Ils ont une valorisation qui est plus raisonnable et ils ont un burn en cash qui est plus raisonnable. Du coup, je trouve qu'ils sont dans une position un petit peu plus enviable. Mais ne jamais bet against Sam Altman. Mais là, j'aimerais pas être à sa place quand même. Il y a cette interview d'Emi Hassabis et Josh Woodward là sur le New York Times. C'était hyper intéressant. Je me suis dit la même chose que toi, Greg. Ils veulent faire péter la bulle. Ils ont tout intérêt à faire péter la bulle et tout leur langage, etc. sont là-dedans. Ils sont hyper mesurés. Ils disent les GI c'est dans longtemps. Et là, le contraste est dingue parce que de l'autre côté, t'as Sam Altman qui est en train de crier tous les 2 matins les GI est là, je l'ai vu ce matin au petit-déj en regardant mes emails. Enfin, tous les CEO qui lèvent des fonds là-dedans sont dans ce délire-là, au toujours plus gros. Et de l'autre côté, tu as une équipe qui sort le meilleur modèle avec leur propre infra, etc., qui sont en train de dire non, le GI, c'est pas du tout pour tout de suite. Mais nous, on a le temps, on fait des bons produits qui sont intégrés partout. Et t'as le CEO, Sundar Pichai, qui dit attention, on est dans une bulle. Quand elle va péter, ça va faire mal. Il warn tout le monde et du coup, il passe vraiment pour un peu le sauveur en disant mon entreprise est prête pour la bulle quand elle pète. Nous, on est nickel, on n'a pas de problème. Donc il y a vraiment ce jeu. Je pense que Google a tout intérêt. On regardait avant quelle entreprise essayait de pousser vers la régulation pour limiter les nouveaux entrants, etc. Là, on est dans un game un peu différent où maintenant c'est laquelle essaye de faire péter la bulle. Je pense que Apple a intérêt à faire péter la bulle pour acheter pas cher, moins cher une de ces boîtes là aussi. C'est intéressant de voir Google et Apple se mettre ensemble pour essayer de faire péter la bulle, quoi. Mais moi, mon pari est là-dessus. La question de l'antitrust, elle va se poser, mais c'est assez intéressant de regarder le move sur le plan légal parce que là, ils ont échappé à l'antitrust, merci Donald, qui d'ailleurs leur avait fait la petite remarque lors du dîner en disant vous avez passé une bonne journée hier, quoi, en fait, parce que le juge avait statué et Google est safe sur ce côté-là. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que Google limite les deals exclusifs avec d'autres sociétés, mais par contre, open bar sur l'intégration de l'IA dans leurs propres produits. Ça, par contre, il y a aucun problème. Et là, on a la démonstration parfaite. Ok, le juge nous a dit il faut qu'on limite les deals exclusifs avec les acteurs tiers, mais par contre, on peut y aller sur nos propres produits, on n'est pas inquiété sur notre scope actuel. Ben on y va, coco, pleine bourre, quoi, en fait. Donc ça c'est assez intéressant de voir comment est-ce que tout s'aligne, quoi. C'est stratégiquement, c'est une partie d'échec très très intéressante. Et ce qui est intéressant, c'est que nous on voit le narratif extérieur de les gens qui disent Elon qui dit dans 24 mois on aura des robots machin. Et en fait tout le monde. Et en fait quand tu vois les intérêts de tout le monde et que tu vois ce qui se passe underneath, là tu comprends ce qui est en train de se passer. Mais je trouve ça assez passionnant de voir que chacun a des intérêts stratégiques, qu'on joue sur la partie legal, etc. Moi je me pose juste la question s'il made Gemini 3, qu'est-ce qui va se passer en termes de dégradation des marges? Et on le voit sur des acteurs déjà comme Notion qui en fait ont gardé les mêmes prix, ont intégré l'IA et en fait ont dégradé les marges de leur business de façon assez forte.
Du coup, qu'est-ce qui se Ouais, passe? mais ils se faisaient déjà des couilles en or. Les marchés. Notion n'est pas capable de prendre la vague. Et c'est là où je trouve que le play de Google est parfait parce que on en a déjà parlé dans le dernier Silicon Carnet quand on parlait de ça. C'est le dilemme des grosses entreprises et de l'innovation dans les grandes entreprises. Quand t'as la vache à lait qui te ramène de l'argent, comment tu ramènes un autre produit? Donc là, il faut des sacrées couilles pour aller dire non, on va aller justement investir toute notre marge de la vache à lait dans les nouveaux produits. Et là, ils le font parce qu'ils savent prendre la vague. C'est-à-dire qu'ils vont le faire, ils vont dégrader leur marge temporairement, mais ils ont la trésor pour le faire, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, derrière, ils vont pouvoir aller capitaliser dessus. Quand on voit les résultats de search enrichis là, avec Gemini 3, ils sont faits pour. C'est génial, mais ils le font depuis des années. Ils font déjà ça dans les modules dans le search qui sont arrivés. C'est juste fait pour. Tout est fait pour chez Google. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant cela, je voulais vous parler d'une société qui m'a vraiment impressionné, Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 €. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. J'ai parlé avec leurs membres et depuis 2023, ils m'ont dit qu'ils avaient ensemble investi dans 65 œuvres et 16 d'entre elles ont déjà été revendues. Si investir dans l'art vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Moi, cela dit, il y a une question que je me pose par rapport à Google parce que là, on est tous plutôt amélioratifs par rapport à leur stratégie vis-à-vis de Gemini, leur position vis-à-vis d'une bulle qui va peut-être en effet exploser. Mais là où je vous rejoins pas, c'est que j'ai du mal à voir l'innovation, l'intelligence et la nouveauté derrière ce modèle. Je m'explique. Non, si, Jérémy, je te montre un truc là. Je montre la vidéo pendant que tu parles et que tu expliques ton truc, quoi. En fait, il faut... Vas-y, mais je vais te dire pourquoi je vois pas d'innovation. C'est parce que quand les IA sont sortis, la première chose qu'on a dit, c'est Google est mort. En gros, les moteurs de recherche sont terminés parce qu'on va passer sur un nouveau modèle. Là-dessus, ils ont évidemment, accéléré. Maintenant, ils intègrent en effet l'IA dans leur moteur de recherche et dans tous leurs nouveaux outils. Mais c'est quoi l'étape d'après? Or, aujourd'hui, quand je vois Musk, mais aussi Sam Altman, essayer de trouver de nouveaux débouchés, qu'il s'agisse de la robotique ou même de l'investissement dans l'énergie, notamment dans la fusion nucléaire, j'ai quand même le sentiment que d'un côté, on a une entreprise qui est énorme, qui a des fonds, du cash, etc., mais qui est relativement conservatrice sur les innovations qu'elle pousse, c'est-à-dire on fait de l'IA mieux que les autres parce qu'on a des TPU, des sous, etc., et puis on reste finalement sur la consolidation de notre modèle, tandis que d'autres essayent de trouver de nouveaux débouchés. Et moi, d'ailleurs, ma conviction là-dessus, c'est que l'IA, c'est une étape vers la généralisation de la robotisation de la robotique individuelle dans les foyers. Bon, après, ça c'est ma vision. Je suis plutôt d'accord avec Musk quand il annonce ça. Donc t'es d'accord avec Musk, c'est ce que j'allais dire. Et à ce moment-là, là, on a des gens. Ouais. Mais là, alors peut-être, mais là, on avance justement sur une nouvelle réalité. Et je suis désolé, mais Gemini 3, d'accord, c'est peut-être mieux au niveau des benchmarks, mais je vois pas la réelle innovation. Je vois pas le changement. Je vois pas le changement de paradigme par rapport à ce qu'on a eu avec l'avènement de l'IA. C'est juste une IA un peu plus rapide. Ok, ils ont un modèle de distribution qui est génial, mais qu'est-ce qu'ils proposent comme nouveau modèle de société, par exemple? Parce qu'en attendant, du Sam Altman ou du Elon Musk sont capables de véritablement innover et de proposer de nouvelles voies. Évidemment, c'est moins certain. Sur le modèle de société, je suis d'accord. On reste dans le paradigme précédent de Google et dans les produits existants de Google. On n'a pas, comme tu dis, en face de nous un Elon Musk qui vient nous expliquer que les robots sont parmi nous. Mais sur le modèle d'IA qui est proposé, le multimodal est incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu utilises du ChatGPT, c'est les résultats que tu as, c'est essentiellement du texte. Là, tu peux demander à Gemini 3 de t'expliquer un concept et il va créer
tu vois, des interfaces. Il va créer vraiment des croquis. Il va animer des trucs. Je montre là quelques images. Là, c'est par exemple comment fonctionne une centrale nucléaire. Et là, Gemini 3 te fait tout un schéma en 3D, pour t'expliquer le fonctionnement de ça. On le voit pas. Alors, tu vas me dire, ok, super, c'est une amélioration, c'est pas un nouveau paradigme. Je suis entièrement d'accord avec toi. « 11 novembre, le tribunal de Munich condamne OpenAI pour violation du droit d'auteur allemand. C'est la première décision de ce type sur le continent européen. ChatGPT a utilisé les paroles de tubes allemands pour s'entraîner sans autorisation. » Alors, donc du coup, j'ai été regarder à quoi ça ressemble, un tube allemand. Donc je vous propose un petit extrait de ces tubes allemands qu'on écoute ensemble. Et on revient tout de suite. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Bon, là, je vous montrerai, c'est pathétique. C'est de la country allemande. Non, au-delà de la blague, les amis, il se passe un truc. Tout le monde est vent debout. C'est pas simplement les Allemands, hein, c'est aussi les Japonais. On a les studios Ghibli, Bandai Namco, Square, Enix, qui ont créé une sorte via Coda, quoi, en fait, qui ont demandé à OpenAI d'arrêter d'utiliser leur contenu, notamment dans Sora 2. Aux États-Unis, on a aussi le New York Times qui est en pleine bataille contre OpenAI et Microsoft aussi pour vol de propriété intellectuelle. Alors c'est intéressant à analyser ça, Kevin, parce que je pense qu'on a dépassé l'idée comme quoi l'IA pouvait être créative. Ça, il y a plus aucun. Tu sais, c'était une question. Il y a eu, c'est une question qu'on s'est posée pendant longtemps en disant ouais, ben bon, l'IA sera jamais aussi créative que les humains. Bon, bah là, cette question se pose plus. Hein. Aujourd'hui, la vraie question, c'est où est-ce que commence l'inspiration? Où s'arrête l'inspiration et où commence le vol. En fait, moi, c'est ça ce que je vois. Et moi, je trouve que ça, c'est assez intéressant de regarder comment est-ce que la société est en train d'évoluer à travers ces décisions de justice, Kevin. Je pense qu'il y a un truc, faut pas confondre les histoires des studios Ghibli et l'histoire du New York Times. Il y a deux cas de copyright qui sont très différents. Vas-y. Il y a un cas de copyright qui est, on va dire que l'IA, elle imite. Elle peut imiter du studio Ghibli, elle peut imiter du Bach, elle peut imiter du Mozart, elle peut imiter du rock, etc. Qui serait même allemand, même allemand, voilà. Même qui voudrait, mais bon, apparemment oui. Et de l'autre côté, sur le New York Times, c'est un autre sujet parce que c'est pas un problème de créativité. Là, elle vampirise en fait l'information parce que le sujet, c'est que les journalistes, c'est pas leur créativité, c'est leur recherche. L'IA, elle va pas rechercher en direct des faits, mener des interviews, etc. C'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Là, on est littéralement dans un cas où l'IA, elle prend les informations, elle les régurgite sous un autre format. Et elle coupe en fait un lien économique qui était aujourd'hui existant entre le lecteur qui payait indirectement le journaliste qui avait fait la recherche. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Et elle prend de l'information qui est protégée par un paywall, hein, c'est-à-dire qu'elle arrive à prendre de l'information derrière un paywall. C'est pas simplement de l'information publique. Cette information qui est publique, Google, ça fait longtemps qui scrape en fait de l'information publique sur Internet et qu'il la stocke pour en faire pour optimiser son moteur de recherche. Là, c'est derrière un paywall, quoi. C'est derrière un abonnement. Et du coup, pour moi, le sujet, il finit par se rejoindre sur qui est vraiment lésé, mais les ayants droit dans chaque cas sont assez différents. Et il y a quand même un cas, notamment sur le cas de copyright de l'imitation, où on est aujourd'hui dans une société qui est à la limite de ce qu'on peut faire en copyright. Greg, Carlos, vous connaissez bien le problème sur YouTube des
des copyright takedown sur la musique, etc. Il faut faire gaffe, la durée des extraits. Ah bah moi je suis emmerdé tout le temps. Exactement. Sur YouTube, on est emmerdé tout le temps. Quand t'es joueur de flûte professionnel, t'as vraiment beaucoup de problèmes. Ouais. Et le problème de ça, c'est quoi? C'est que tu as une concentration en fait des droits chez des énormes acteurs qui sont en position d'oligopole et qui peuvent dealer en direct avec Non mais Google, vous avez pas idée de combien en plus ça coûte, quoi. C'est-à-dire que si tu veux réutiliser ces droits, par exemple, moi dans le festin, je voulais utiliser de la vraie musique. Mais tu vois, je te parle pas de morceaux, mais des morceaux, oui, connus, mais pas non plus. On n'est pas en train de parler de, je sais pas moi, de Madonna, Like a Virgin, quoi. Je sais pas pourquoi je cite ça d'ailleurs. C'est intéressant comme analogie, quoi. Mais ça coûte une fortune. C'est des centaines de milliers de dollars. Et il y a un véritable contrôle. Et c'est entre les mains de quelques maisons comme Universal. Donc là, on est en train de s'insurger en disant merde, putain, il y a des droits qui sont entre les mains de quelques acteurs, comme effectivement OpenAI ou Google, etc., etc. Mais ces droits sont déjà entre les mains de très peu d'acteurs finalement, quoi. Donc c'est juste un transfert de monopole qui est existant entre des acteurs du vieux monde vers des acteurs du nouveau monde. Et là aussi, il y a une énorme hypocrisie puisqu'on dit ouais, attention, c'est du vol. Enfin, le vol, il a déjà eu lieu, quoi, quelque part. Comme d'habitude, les artistes vont se faire foutre dans ce truc-là. C'est ça. C'est que les retombées à la fin, économiques de ce truc-là. C'est les artistes. Ouais. Voilà, la négociation, elle a lieu. YouTube donne de l'argent aux maisons de disques et aux éditeurs, mais les artistes n'ont rien au final dans ce truc-là. Donc ça, pour moi, il faut faire fi de ce modèle de copyright-là. Il n'a plus rien à faire, on s'en moque. Et en effet, on l'a vu dans les sujets de rap et de sampling et de house music, etc. Ça n'a plus lieu d'être, ces choses-là. Il faut absolument Everything arrêter. is a remix. Ouais. Voilà, il faut arrêter ce genre de copyright là. C'est juste de la concentration, quoi. C'est de la concentration. Oui, mais là, le juge allemand, il a dit autre chose. Hein. Il a été d'une clarté chirurgicale, hein, le juge allemand. Hein. Bon, il est allemand. Si ChatGPT peut restituer les paroles d'une chanson, c'est que il a stocké ces paroles quelque part. Donc, il n'y a pas de transformation. Il y a véritablement un stockage et une reproduction sans autorisation, donc c'est illégal. C'est ça ce qu'est en train de dire le juge allemand. Et sur ce plan-là, il n'y a pas eu d'opt-in, il n'y a pas eu l'artiste allemand n'a pas autorisé ce genre de choses-là, donc on est effectivement sur une restitution à l'identique. Et c'est ce qui se passe aussi avec le New York Times. C'est-à-dire que ce qu'est en train de prouver le New York Times, c'est que quand tu faisais en tout cas à l'époque une requête dans ChatGPT, il te restituait à l'identique des articles de journalistes du New York Times. Jérémy. Oui, alors pour rebondir sur la distinction que tu faisais, Kevin, sur journaliste versus artiste, moi j'ai eu l'occasion d'assister à une présentation assez intéressante d'un CDN bien connu qui est Akamai et qui gère quand même pas mal du trafic mondial. Et explique pour les gens ce qu'est un CDN. Hein. Tout le monde n'est pas peut-être au courant. Ouais, alors un Content Delivery Network, donc tu as des acteurs comme Akamai ou Cloudflare qui a eu un gros bug récemment d'ailleurs. Ce sont des acteurs qui en fait permettent à Internet, pour faire simple, d'aller beaucoup plus vite en mettant en cache en fait le contenu des sites Internet à proximité des utilisateurs, des visiteurs, quoi. Et puis bon, il y a aussi des outils de cybersécurité, notamment contre les attaques des DOS. Vous voyez par exemple les petites cases que vous pouvez cocher sur. Mais aussi pour gérer les droits. Pour gérer les droits, c'est pour ça que par exemple. Et il y a aussi ça. Moi, on peut pas regarder ici les vidéos de TF1 quand on est aussi aux États-Unis parce qu'ils gèrent ce genre de choses-là également. Ouais. C'est l'une des colonnes vertébrales d'Internet. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'acteur, justement, a une vision globale et vraiment beaucoup de télémétrie sur ce qui se passe sur le net. Et donc, l'un de leurs directeurs techniques expliquait que ce qu'ils anticipent, eux, c'est que Internet va complètement changer demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez en effet sur Google, enfin aujourd'hui encore que c'est déjà en train de changer complètement, mais vous allez sur Google puis sur un site Internet. Aujourd'hui, vous allez avoir votre IA qui va être votre interface unique. Et en fait, ceux qui vont naviguer sur Internet, ce seront des agents IA qui sont derrière, qui vont aller chercher l'information un peu partout. Et par rapport aux médias, justement, et du coup, bon, j'ai un média, donc ça me pose un petit problème, mais bon, on va survivre. Mais
concrètement, les gens sont fainéants. Au-delà du deuxième clic, il n'y a plus personne. On sait tous que la deuxième page de Google Search, quand vous faites une recherche, personne n'y va. Vous perdez, je sais pas, 90-99% des gens. Et ben là, vous aurez toutes les infos qui vous sont régurgitées par votre agent. Et en effet, la question va se poser de à quoi servent les journalistes. Raison pour laquelle, justement, ça vous en parliez, vous évoquiez, il y a des accords financiers dont on n'a pas toujours les chiffres, mais qui sont à mon avis assez lucratifs entre les IA et les journalistes. Mais du coup, ça pose la question de notre rapport à l'information, notre rapport à la manière dont on consomme l'information. On ne s'est pas posé la question des réseaux sociaux avant qu'ils arrivent, et aujourd'hui tout le monde raconte, en particulier les politiques, n'importe quoi sur le sujet. Mais la question des IA et la manière dont les gens d'aujourd'hui, enfin de demain, déjà les jeunes d'aujourd'hui vont consommer l'information, elle se pose, ça va avoir des conséquences sociales et politiques majeures, parce qu'en fait chacun va s'informer sur son IA avec les biais de son IA. Vous me direz, on le fait déjà un peu peut-être avec, avec les médias qu'on consomme. Les médias ont même leur biais, quoi. Mais... Je suis bien d'accord, sauf que là on va avoir une concentration jamais vue d'acteurs. On va avoir une concentration qui en plus va être au niveau mondial, et d'acteurs qui en plus sont pas français, quoi. Donc ça pose un vrai sujet. C'est un peu différent en effet de la question des artistes sur laquelle j'imagine on va revenir, mais il y a une vraie question, il y a un vrai danger sur les médias, quoi. Les IA sont en train de devenir les nouveaux médias en réalité. Oui, mais est-ce qu'on aura toujours, par exemple, moi, pour faire cette émission, je ne peux pas faire cette émission sans le travail des journalistes. C'est-à-dire que ici, on fait du commentaire, on donne une opinion sur des faits qui se sont passés, et mon travail repose essentiellement sur le travail des journalistes qui a été fait en amont. Et c'est vrai que on peut trouver ce travail de journaliste à travers les IA. Mais moi, j'ai des abonnements. J'ai des abonnements au New York Times, au Financial Times, au Wall Street Journal, et que je continue de payer, et que c'est vachement important que les journalistes soient payés pour ce travail-là qui est indispensable et qui nous permet de faire le nôtre. Maintenant, les médias sont en défaut de business model, et c'est pas nouveau, et c'est depuis l'arrivée d'Internet, et les médias sociaux encore plus, ils sont en défaut même, pas simplement de business model, ils sont en défaut même de distribution. Les médias sociaux, ce que ça a changé, c'est la distribution de l'information. Ce qui est intéressant là, c'est que je me dis, est-ce que les médias n'ont pas vu là une opportunité pour faire de la thune? Et le New York Times, bien évidemment, agite ce procès, mais c'est aussi une énorme opportunité pour monétiser leur travail, de qualité d'ailleurs, et de dire à OpenAI, il n'y a pas de problème. À la limite, moi je suis certain que le New York Times, ce qu'ils veulent, c'est pas qu'OpenAI arrête d'utiliser leur contenu, mais c'est qu'OpenAI paye. Et c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Anthropic qui a fait sur le sujet des copyrights un chèque de 1,5 milliard, et on voit tous les acteurs d'intelligence artificielle commencer à faire des chèques à tous les médias, Le Monde, etc. Et que moi je pense que les médias sont très contents de ça, puisque finalement c'est une nouvelle forme de revenu qui leur avait complètement échappé. Donc c'est peut-être une façon pour eux de revenir dans la course. Je propose qu'on regarde du côté des créateurs, quoi, en fait, parce que là c'est effectivement, comme le disait Kevin tout à l'heure, c'est un autre sujet. Il y a d'ailleurs un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce documentaire qui s'appelle Everything is a Remix, qui date déjà depuis plusieurs années et qui est édifiant, qui est génialissime, qui est passionnant en plus à regarder. Je vous invite vraiment à mettre dans votre Watch Later list, si vous l'avez pas vu, je le montre là, et qui explique que la création, l'acte de création, ça a toujours été une inspiration sur du contenu déjà existant et une forme de transformation. Picasso, on se rappelle, qui disait que les bons artistes copient et que les génies volent. Les Beatles, ils ont littéralement copié le blues américain. Ils ont transformé le blues américain en quelque chose de nouveau, et sans parler de Tarantino qui a construit ses films entiers en remixant quelque part le cinéma, les western spaghetti, les films de kung-fu, etc., etc. Donc, est-ce que finalement ces outils de GenAI ne sont pas d'énormes tables de mixage créatives entre les mains des utilisateurs? Et pourquoi est-ce qu'on interdirait finalement ce remix mondial? Moi, je suis désolé, j'aimerais quand même mettre les pieds dans le plat qu'il s'agisse des journalistes et des artistes. Il y a quand même journalistes et artistes et artistes. Quand tu remixes le même tube tous les ans, la même daube,
que tu vends tous les étés aux adolescents, est-ce qu'on peut appeler ça de l'art ou de la création? Se faire remplacer par une IA sur ces segments-là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu mérité? Pareil pour les journalistes. T'as 90% des journalistes, je sors le chiffre, j'ai pas de source, c'est dans ma tête, mais je crois qu'on n'est pas très loin, qui en fait font juste du copier-coller de ce qu'on a sur l'AFP. Et puis tu as quelques journalistes, tu prends, je sais pas, moi, Mark Underweld, par exemple, qui a beaucoup écrit sur l'affaire Alstom, lui, il a son propre Substack, il essaye de monétiser lui-même son contenu parce que c'est un des derniers journalistes d'investigation en France. Mais à côté de ça, l'immense majorité des journalistes sont en fait soit des commentateurs, bon, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, donc on va appeler ça des éditorialistes, et eux, ils sont pas mal payés. D'accord, ils sont pas mal payés, ils sont pas très nombreux, mais ils sont plutôt bien payés. Tu sais, c'est pas si bien payé que ça. Hein. Je parle pas de toi, Carlos. Nous, on est des troubadours, voilà, on est des troubadours de YouTube. Voilà, on demande une petite piécette en bas de l'immeuble. Et on nous la donne même pas, en fait. Et on nous la donne pas, et parfois on nous jette un sandwich rassis, quoi. Mais en tout état de cause, t'as une différence, je dirais, dans la qualité du travail des artistes et des journalistes. Et il y a une chose, à mon avis, mais là c'est peut-être un peu plus philosophique, j'ai hésité à faire les beaux-arts après le lycée, donc je vais me permettre, mais il y a une chose, à mon avis... Tu as fait Sciences Po, bravo, félicitations. Ah bah je suis quand même un troubadour. Voilà. Au lieu de peindre, je sais lancer des diabolos et cracher du feu. Voilà. Retrouvez-moi place de la République le week-end prochain. Je serai avec mes amis et mes chiens. Donc, ma fille a fait Sciences Po. pour fille. Oui, voilà, c'est pour ça que bon voilà. Elle est devenue super bonne en diabolo aussi, quoi. C'est pareil. il y a un atelier diabolo. Oui, elle passe tous les étés à Aurillac, spectacle de rue, etc. Et à Avignon, quoi, bien évidemment. Tu valides pas le diplôme, hein, si tu sais pas faire de diabolo. Donc, mais pour finir là-dessus, il y a un élément quand même, qu'il s'agisse de la mode, de l'art, des médias, etc. Je me demande s'il y arrivera. Bon, c'est la contingence. Je m'explique rapidement. Il y a la création et il y a le moment. Et quelque part, un artiste, il doit aussi être connecté à son époque. Par exemple, un musicien à sa génération. La même musique, à des époques différentes, peut-être qu'elle n'aura pas le même succès. Et en fait, cette contingence, cette capacité à connecter, cette capacité d'empathie, pour le coup, à connecter avec les attentes d'un public, d'une audience, je suis pas sûr que l'IA y soit encore. Pour le moment, peut-être qu'elle va y arriver à un moment donné, mais je crois que dans l'activité artistique, il y a le produit artistique, et là, l'IA, elle nous bat, enfin, faut être honnête. Mais il y a aussi cette contingence et cette capacité d'empathie. Et puis, ce qui est marrant, c'est que sur cette histoire du remix, on a quand même eu tous ces débats sur le sampling quand c'était à la mode. Voilà, je suis un peu vieux, donc voilà, moi je me souviens de ceux qui faisaient du sample au début. Et on avait ce débat. Est-ce que c'est de l'art? Et beaucoup de musiciens vous disaient, mais non, mais c'est pas de l'art. C'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi, c'est nul. Et ça l'est devenu. Ils prennent juste des morceaux. Et aujourd'hui, bah voilà, ça a acquis ses lettres de noblesse. Mais c'est intéressant ce pattern historique, et je trouve très intéressant ta vision un petit peu philosophique sur justement cette contingence et cette notion de temporalité, comme si peut-être qu'il y aurait une sorte de péremption, de date de péremption qui rentrerait, les choses rentreraient dans une sorte de bien commun que l'on pourrait réutiliser à un certain moment et qu'on pourrait remixer à loisir. Je trouve ça super intéressant. Mais il y a aussi le pattern qui est assez sur un plan technologique et historique qui est intéressant, c'est qu'à chaque génération technologique, t'as une innovation qui bouscule le droit d'auteur, qui déclenche des procès, qui provoque des sortes de prophéties de fin du monde. On se rappelle quand comment il s'appelait là, l'autre con là. Bref, un chanteur français là, Pascal Obispo, était monté sur scène lors des victoires de la musique pour dire que c'est un fan de Pascal Obispo, Greg. Je suis désolé. Non, mais il était monté sur scène, larmoyant, pour expliquer que c'était la fin des artistes, le streaming, machin, à l'époque de Napster, que vous vous rappelez de cette histoire-là. Bon, on a démonté Napster en 2 ans. C'est l'industrie musicale qui s'en est occupée. Mais c'est Napster, finalement, c'est cette disruption technologique qui a engendré iTunes, puis Spotify,
Et aujourd'hui, on n'a plus personne pour contester le modèle du streaming. Et YouTube a survécu. Malgré toutes ces histoires-là, en mettant en place justement toutes ces content ID et en partageant les revenus, et c'est devenu la plus grande plateforme de distribution de vidéos, mais aussi de musique, hein, d'ailleurs. Hein. YouTube est pas simplement, vous savez que YouTube c'est la première plateforme de musique. Hein. Les jeunes, et ils sont pas sur Spotify. Les jeunes, ils regardent la musique, ils n'écoutent pas la musique, hein, ils la regardent sur YouTube. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on n'est pas dans la même hypocrisie là qu'on a été avec Napster et que finalement on va accoucher en fait, comme le dit Kevin, c'est un truc qui est perdu d'avance, quoi. C'est au final, il va se passer ce qui se passe aujourd'hui, sauf que on aura réglé les différends des uns et des autres, quoi. C'est à coup de pognon, quoi. Ouais, mais en fait, c'est toujours les mêmes qui vont se faire avoir. C'est les artistes. Et les artistes, c'est les journalistes. En fait, c'est le bas de la chaîne. Pour ça, je pense que c'est un moment crucial dans l'histoire pour le copyright aujourd'hui, où on est à la fin de ce modèle-là. Et c'est l'occasion de le réinventer. Et je pense malheureusement que personne n'a le courage d'aller taper le problème de face, quoi. On va finir, comme disait Greg, c'est un faux procès pour une conclusion qui est courue d'avance. C'est juste que marginalement, ils vont récupérer un peu plus d'argent parce qu'ils ont fait un procès que s'ils n'avaient pas fait de procès. Allez, dernier sujet, parce qu'à chaque fois je mets la cybersécurité à la fin et et Jerry va me gueuler dessus, et Kevin aussi, qui sont les deux experts de la cybersécurité. Non, tu mets le truc à la fin et on n'a plus le temps d'en parler. Quand l'IA devient une arme d'espionnage massif, le 13 novembre 2025, Anthropic vient de faire une révélation qui, à mon sens, devrait terrifier tout le monde. Des hackers chinois qui sont visiblement backés par l'État chinois ont utilisé Claude, leur IA soi-disant super sûre et super éthique, pour automatiser 80 à 90% d'une campagne de cyberattaque en septembre dernier. Ça s'est passé, on le découvre aujourd'hui, mais ça s'est passé en septembre. On parle pas d'une IA qui permet d'écrire du code, hein. On parle vraiment là de l'utilisation des agents et qui ont été capables de contourner tous les garde-fous d'Anthropic avec visiblement une simplicité assez désarmante. Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer ce hack? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Ouais, alors déjà, j'aimerais commencer par pas d'inquiétude, et puis surtout, je vous l'annonce dès maintenant, je vais peut-être sûrement même fournir un avis qui n'est pas présent dans les médias, mais on en discute justement beaucoup dans la communauté de la cybersécurité sur ce sujet, parce qu'il y a peut-être une entourloupe, il y a peut-être anguille sous roche. Bon, mais pour reprendre ce qui s'est passé, en effet, donc Anthropic qui publie régulièrement, d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il publie un rapport sur l'utilisation de leur IA pour justement mener des cyberattaques ou coder des malwares, ou là en l'occurrence on est sur de l'agentique. Donc là ils ont publié un rapport sur justement un détournement par des acteurs chinois, bon tu l'as très bien expliqué, et en fait 80 à 90% de la campagne de cyberespionnage qui aurait ciblé une trentaine de grandes organisations, 80 à 90% de cette campagne aurait été autonome. Donc on serait sur une implication de l'humain relativement minimale, par exemple pour valider certaines tâches, ou à certains moments pour aiguiller un peu l'IA. Et ce qui est intéressant en effet, c'est qu'on est du coup sur du multimodal, n'est-ce pas, puisqu'on va avoir par exemple de la recherche de credentials, d'identifiants d'individus, on va avoir des recherches également pour étudier ce qu'on appelle la surface d'attaque d'un réseau, donc c'est-à-dire étudier les vulnérabilités, mais également des manœuvres directement mises en place pour pénétrer le réseau, faire des manœuvres de latéralisation. Une fois qu'on est rentré dans le réseau, ensuite on va se répandre, exfiltrer des données également. Donc on est vraiment sur une campagne qui aurait normalement dû être menée par de multiples hackers expérimentés. Et là, a priori, ça a été fait de manière... Une dizaine, là. On n'est pas en train de parler de centaines de hackers expérimentés. On parlerait, si je lis bien les articles, d'une dizaine de hackers chinois. Ouais. C'est ça, voilà. Pour des milliers de requêtes, donc de tentatives, et puis au final, on arrive en effet à cette trentaine de victimes. Maintenant, moi, j'ai plusieurs problèmes par rapport à ce rapport. Premièrement, la presse parle d'un rapport détaillé. Quand on lit le rapport, il n'y a pas de source.
pour un rapport détaillé, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'il fait, je sais Tu parles plus, du 14 rapport de Anthropic. Du rapport d'Anthropic, totalement. Le rapport fait entre 14 et 15 pages. C'est étrange dans la mesure où, en général, quand même, en cybersécurité, quand il y a comme ça l'étude d'une cyberattaque, on a notamment ce qu'on appelle les IOC, Indicator of Compromission, donc c'est-à-dire des éléments factuels qui vont permettre justement de mesurer l'impact d'une campagne, des éléments techniques, je sais pas, des adresses IP ou autre chose. Là, on est vraiment sur une description, tout simplement, un narratif sur 14 ou 15 pages, des capacités de Claude, justement, autonomes pour mener des cyberattaques complexes. Et donc, il y a quand même plusieurs experts qui se posent la question aujourd'hui, et moi aussi je me pose la question, c'est de se demander, mais est-ce qu'il y aurait pas, un peu de bullshit derrière? Attends, t'es en train de nous dire, Jérémy, que ces attaques, c'est du bidon? Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est impossible de vérifier, et qu'en revanche, et ça c'est pas normal. Je veux dire, il y a quand même une déontologie parmi les experts en cybersécurité, et là elle n'est pas respectée. Donc ça c'est le premier élément. Mais là, j'ai envie de te poser la question, Jérémy. Si ces attaques sont bidons, quel est l'intérêt pour Anthropic d'expliquer qu'ils se sont fait hacker par des Chinois de façon aussi déconcertante? Quel serait l'intérêt pour Anthropic? Alors, faut que tu nous éclaires. Alors déjà, quand tu es américain et que tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il est chinois. Attention, Bill, derrière toi, un chinois. Mais t'as quel âge, Hubert? Tu dis qu'il est pékinois. Tu dis qu'il est pékinois. Si tu... oui. Ou pékinois. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la cybersécurité, c'est complexe, ça fait peur. Il y a, ça existe, des agents autonomes qui sont capables de scanner une surface d'attaque, qui sont capables de mener certaines actions. Vous avez des entreprises en cybersécurité qui développent ces agents-là, justement pour étudier les chemins d'attaque, pour les patcher. Pas pour faire du mal, mais pour les patcher. Dire au public, et à grand renfort dans les médias, parce que d'habitude on est un peu réservé quand on s'est fait avoir, n'est-ce pas? Mais là, ils ont vraiment voulu communiquer là-dessus. Et qu'est-ce que va se dire, à mon avis, le public? Mais c'est incroyable, cette IA d'Anthropic Claude, qu'est-ce qu'elle est performante quand même. Donc ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est pas une manière de dire, regardez, notre IA est performante? Ça, c'est ma première question. Et attends, juste une dernière question. Et après Greg. Deuxième élément, moi, qui me pose question, c'est que il y a eu plusieurs déclarations, qu'il s'agisse d'OpenAI ou d'Anthropic, et d'autres, sur le fait que leurs IA pourraient être utilisées en cybersécurité. La cybersécurité, c'est aussi un marché. C'est 200 à 300 milliards de dollars au niveau mondial. Donc c'est pas un petit marché. Il y a du fric à se faire. Et l'une des questions que je me pose, c'est est-ce que ce serait pas, pourquoi pas, une voie de diversification pour certaines entreprises potentielles, une voie de diversification justement pour les entreprises en IA, d'aller sur ce marché de la cybersécurité où il pourrait avoir de la pertinence parce que l'IA est utilisée, Kevin, tu le sais très bien, dans les solutions de cybersécurité. C'est une question que je me pose, voilà. Mais en tout état de cause, le rapport, il n'est pas si détaillé que cela, en réalité. Moi, je vois une troisième hypothèse, c'est que Anthropic, en fait, ils expliquent que notamment en interne, que le gros risque, c'est pas Skynet, c'est pas Terminator, etc. Le risque de l'intelligence artificielle, et eux, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux, en termes de culture d'entreprise et en termes de positionnement vis-à-vis des institutions, etc. C'est que l'IA va pouvoir aider les gens à faire des agents qui vont faire des attaques de cybersécurité, des gens qui vont faire des bombes sales, des gens qui vont comprendre comment faire peut-être un virus, etc. Et c'est vraiment ça l'inquiétude. Ils ont pas peur de l'AGI et que d'un coup l'AGI ait une autonomie et que ça prenne que l'intelligence artificielle devienne autonome et se retourne contre l'humain. Contre l'humanité. C'est vraiment de dire c'est des humains qui vont, comme au début de l'ère d'Internet, c'est devenu beaucoup plus facile de développer des choses chez soi. Et du coup, ils ont la même inquiétude de dire, en fait, on va donner un leverage à des humains qui, en fait, n'ont pas le QI, ni normalement la possibilité, la connaissance et la possibilité d'accès à des matériaux, en fait, avec des matériaux très simples
et avec le guide pas à pas de ChatGPT, quelque chose qu'on pourrait pas faire dans une vidéo YouTube, tu vois, d'interaction, parce que déjà ça se ferait strike, en fait, de construire ce genre d'outils. Et moi, je pense que c'est aussi une façon, en le disant, de monter cette carte et de eux se positionner comme étant les garants de ce type de risque, en montrant qu'ils sont transparents. Donc, tant en interne, ça montre qu'ils sont committed sur cette mission. Et du coup, ça leur permet en termes de culture d'entreprise, tant en externe de dire, on va pouvoir aller voir le législateur et dire, ces risques-là, on doit les contrôler. Et on est le seul acteur qui en parle parce qu'OpenAI, eux, ils sont plutôt sur le mode Skynet. Et bien entendu, quand vous faites ça, vous avez toute l'écoute des organisations gouvernementales. Le fait que quelqu'un puisse vous faire une bombe sale, un virus ou puisse infiltrer la centrale à charbon à côté de chez vous pour la faire sauter avec une cyberattaque, ça vous parle plus que Skynet. Alors moi je sais pas Kevin, mais alors je suis d'une naïveté déconcertante quand j'entends ce truc-là. Ça me paraît être pour moi de la science-fiction. Là vous me faites encore plus peur. C'est-à-dire que là j'avais peur effectivement des Chinois et maintenant j'ai peur d'Anthropic. Donc Kevin, ton point de vue là-dessus? J'ai deux points de vue qui vont à peu près dans le même sens. Un point de vue non expert cyber et puis un point de vue avec plus mon background en expertise sur le sujet. Le non expert, quand t'as Dario qui passe son temps sur les plateaux à crier à l'AGI et attention danger, et que de l'autre côté ils sont les meilleurs en safety, etc. Parce que c'est ce qui se dit aussi, parce que comme tu dis Greg, il y a besoin de faire attention avec ces outils-là, et que tu annonces cette histoire de hackers chinois qui utiliseraient ton outil pour faire des trucs incroyables. C'est une très fine ligne sur laquelle tu fais l'équilibriste, et le moindre truc, tu te le ramasses le moindre pas de côté, tu te le ramasses dans la tronche. Et c'est littéralement ce que je vois qui est en train de se passer. Ils sont en train de se le prendre dans la tronche. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui est crédible dans l'affaire. Et sans avoir d'expertise, en effet, dès que tu creuses, il y a zéro information vérifiable, pas de source, voilà, rien du tout. Mais attends, juste une belle histoire. Dario Amodei, pour moi, c'est le Vianney de l'intelligence artificielle. C'est le mec le moins, pour moi, enfin, tu me mettrais dans une pyramide, c'est le mec à qui je confie mes enfants. Dario Amodei. On est Dario des 6 derniers mois, c'est pas le Dario que tu connais. D'accord, okay. Dario des derniers mois, il est le dos au mur avec des géants qui prennent de l'avance, et lui, il a de la super utilisation d'outils, mais il voit que tout le monde le double dans tous les sens parce qu'ils crient plus fort les uns que les autres. Et là, je vois ce que toutes les startups ont fait, c'est inventer, broder des customer stories et des use cases et des reviews, etc. Ils font la même chose, ça coûte rien là avec leur système pour aller faire ça en essayant de faire un peu de buzz, et ça marche, ils ont fait du buzz. Maintenant, ma réponse avec plus d'expertise sur le sujet, 100% d'accord du coup avec ce qui a été dit avant. C'est pas comme ça qu'on fait des rapports d'incidents en cybersécurité. Il y a aucun élément qui viendrait de l'équipe de sécurité là-dedans. C'est 100% de l'équipe de com qui est là-dedans. Il y a rien il y a aucun signe de ça. Ils ont même pas donné un seul nom d'outil qui aurait été utilisé avec ça. Donc juste sur de l'analyse de vulnérabilité, tu me donnes 1 minute, je te trouve 10 startups qui font de l'automatisation d'analyse de vulnérabilité et de surface externe pour des pentests. Il n'y a pas besoin d'AI pour faire ça. Évidemment, ces mêmes startups et ces mêmes ingénieurs ont réussi à faire ça aujourd'hui avec OpenAI ou avec Claude en mettant, pour ceux qui connaissent, Burp Suite ou des choses comme ça, simplement coordonné, orchestré par ces agents. C'est très simple, très simple. C'est pas hyper compliqué à faire, il y a rien de nouveau. Donc là-dessus, Anthropic est pas en train d'affabuler en disant qu'on peut orchestrer des outils, etc. Par contre, moi je pense que la news elle est complètement fausse sur cette base-là. C'est que s'ils avaient des informations concrètes, ils les auraient données pour faire encore plus peur et montrer vraiment ce qui s'était passé. Je pense que comme on l'a dit avant, il y a un petit signe de la main en disant la DARPA le gouvernement, le ministère de la Défense, donnez-nous de l'argent pour qu'on travaille ensemble. Il y a un élément que tu as évoqué rapidement, c'est celui de la prolifération, c'est-à-dire est-ce que finalement on n'a pas donné accès à tout le monde et à des gens qui n'ont pas le QI nécessaire, comme tu disais Kevin,
à des IA justement qui permettraient des usages malveillants. Moi, j'aimerais juste rappeler que dans le cyberespace, vous avez une prolifération de ce qu'on appelle des cyberarmes, comme par exemple le logiciel espion Pegasus, qui est édité par une société qui existe légalement, NSO. Et puis il y a des concurrents de NSO, n'est-ce pas? Et puis il y a d'autres versions de ce type de logiciels qui sont vendus. Voilà, hein, c'est un marché, ces logiciels espions, achetés parfois par des États, parfois de manière indirecte par des groupes criminels en fait, hein, parce que espionner, ça peut toujours être utile. Donc il y a un sujet sur la prolifération des cyberarmes. Peut-être qu'en effet les IA vont tomber dans ce cadre-là. Et puis bon, après oui, sur Anthropic, on peut peut-être leur laisser le bénéfice du doute, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y ait autant finalement de bruit, et je le comprends, et nous aussi on a communiqué dessus chez Esquintel Media sur cet usage malveillant, alors que de l'autre côté, tu le rappelais Kevin, en défense, donc en cyberdéfense, il y a une multiplicité de nouvelles solutions d'acteurs qui utilisent l'IA justement pour anticiper face à ces menaces. Il faut pas non plus paniquer trop les gens, quoi. C'est-à-dire que on sait que va y avoir ces menaces, mais il y a aussi de l'autre côté des solutions qui utilisent l'IA. Mais c'est un business, quoi. C'est un marché qui est en train de se structurer et que finalement ces attaques permettent aussi de augmenter ce marché et de faire apparaître des acteurs qui vont défendre les systèmes déjà en place. C'est ça ce que tu es en train de dire? Peut-être, je sais pas. Mais en tout état de cause, c'est vrai qu'il y a la com derrière ce rapport et qu'il y a une volonté marketing. Donc il faut l'étudier en tant que tel aussi, pas uniquement sur l'aspect technologique, mais d'un point de vue marketing, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Super intéressant. En tout cas, merci parce que moi, j'avais pas du tout préparé l'épisode dans ce sens et vous apportez une dimension super intéressante à tout ça qui m'avait complètement échappé. Et je suis certain que ça va faire réagir pas mal l'audience. Merci d'être arrivé. Ça valait le coup d'attendre. Voilà, faut rester jusqu'à la fin. Il faut toujours rester jusqu'à la fin. Tu sais, il reste 4 personnes. T'es en mode 4 et 4 personnes. Ouais, mais les vrais sont les vrais. C'est les vrais. Ouais. Semaine prochaine, c'est Thanksgiving ici aux États-Unis. Toujours 2 épisodes de Silicon Carnet. On se retrouve mercredi prochain, mais samedi prochain, ça sera le festin numéro 3. Ça sera l'occasion. C'est mon cadeau de Thanksgiving. Vous avez adoré le festin 1, le festin 2. Vous allez adorer le festin 3. Laurent Alexandre était là, Aude Guénaud, Francis Lelon, Jonathan Angueloff, Nejma Traviglini et Wilfried Granier. On a parlé d'éducation, c'était passionnant. Si vous vous posez la question de savoir ce que vos enfants doivent faire demain face à l'intelligence artificielle, il faudra regarder le festin 3 parce que c'était la thématique de ce festin. Comment éduquer? Est-ce que ça vaut le coup encore de faire des études dans un monde rempli d'intelligence artificielle? Voilà, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de Silicon Carnet. Hasta luego amigos, bye bye.